Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du lundi de Pâques que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, le pape François est décédé ce matin à 7h35 heure Rome à l'âge de 88 ans, a annoncé le cardinal Farrell. Selon lui, le pape François est retourné à la maison de son père et que toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Il a été élu pape le 13 mars 2013 après la démission du pape Benoît XVI. Le pape François a déjà effectué une visite à Madagascar. Les détails. L'Église catholique est en deuil. Le pape François, de son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio, vient de s'éteindre à l'âge de 88 ans, a annoncé le cardinal Farrell. Selon lui, le Saint-Père nous a appris à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des plus marginalisés. Il est apparu une dernière fois devant le public hier à la lauréat centrale de la basilique Saint-Pierre vers 12 heures pour souhaiter de vive voix de bonnes Pâques à tous. Il a délégué la lecture de son message Urbi et Orbi. Pour rappel, le pape était hospitalisé pendant environ 5 semaines pour une double pneumonie le 14 février dernier. Il était le 266e pape. Le pape François a déjà effectué une visite à Madagascar en septembre 2019 et en août 2023, il a reçu le président Ange Rajoelina et son épouse Mial Rajoelina au Vatican, leur première rencontre datée de 2013. Les présentations de condoléances émanant du monde entier se sont multipliées après cette annonce. Le président de la République, Ange Rajoelina, a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de la sainteté, le pape François. Dans un message publié sur sa page Facebook, il a rendu hommage à la mémoire du souverain pontife. C'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès de sa sainteté, le pape François. Les moments que j'ai eu le privilège de partager avec lui resteront à jamais gravés dans mon cœur. Son humilité, sa sagesse, ainsi que son message d'amour, de paix et d'espérance m'ont profondément marqué. La visite du Saint-Père à Madagascar demeure un événement historique et spirituel inoubliable, inscrit à jamais dans nos mémoires collectives. Ce fut un moment de grâce, de communion, d'unité et d'espérance pour l'ensemble du peuple malagasy. En ces temps de deuil, mes pensées accompagnent l'Église catholique et tous les fidèles. Que son âme repose en paix. Un processus rigoureux s'engage pour désigner le successeur du pape, de la convocation du conclave à l'élection du nouveau pape, en passant par l'isolement des cardinaux et la traditionnelle fumée blanche. Quelles sont les étapes cruciales de cette succession? Réponse à travers ce reportage de France 24. Que va-t-il se passer désormais alors que le pape est décédé? Comment va se décider sa succession? On va parler de tout ça avec Baptiste Falvos qui vous a rejoint en face de vous, Gauthier Leminski. Bonjour Baptiste. Bonjour Antoine. Baptiste, vous êtes chroniqueur ici, notamment pour nous à France 24. Alors Baptiste, comment ça va se dérouler cette succession papale d'une certaine manière? Voilà, vous parliez justement de la future élection, ce sera le conclave. Il va se passer beaucoup de choses d'ici là. D'abord, en ce qui concerne la vacance du pouvoir, il faut savoir qu'il n'y a pas à proprement parler de remplacement au pape. Lorsque le pape meurt, vous n'avez pas quelqu'un qui vient le remplacer, c'est plutôt une gestion des affaires courantes qui est confiée à l'Assemblée des cardinaux. Aucune décision d'importance ne peut être prise pendant cette période de délai. Personne ne va prendre sa place pour assurer l'intérim, mais il y a des personnages clés qui vont se révéler et parmi eux, il y a celui qu'on appelle le camerlingue au Vatican. Alors c'est le cardinal qui a été en fait nommé par le pape pour administrer les biens et les droits temporels du Saint-Siège entre la mort du pape et la nomination l'élection de son successeur. Et ce camerlingue actuellement, c'est le cardinal Kevin Farrell. C'est lui qu'on a entendu tout à l'heure annoncer la mort du pape. C'est lui qui la constate, c'est lui qui l'annonce. Et puis c'est lui également qui va s'occuper de la garde, de la veille de la dépouille papale dans les prochains jours. Il va faire sceller les appartements privés du pape et cette dépouille va être placée sous sa responsabilité.
Vont débuter ensuite 9 jours de deuil, au cours desquels le corps du pape va être exposé, normalement dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Alors, il faut préciser, c'est important, que le protocole, justement, en cas de mort du pape, a été réformé et même simplifié par le pape François lui-même. Son corps, par exemple, va reposer dans un cercueil de bois et de zinc assez simple. Avant cela, les prédécesseurs de François, eux, reposaient, enfin, ils étaient placés dans 3 cercueils qui étaient imbriqués les uns dans les autres. Un cercueil de plomb, un cercueil de chêne et un cercueil de cyprès. Tout cela a été simplifié, tout comme l'exposition du corps lui-même, puisqu'il ne sera plus exposé sur un reposoir surélevé, comme on a pu le voir lors des précédents décès de pape, mais il va rester très simplement dans ce cercueil ouvert, comme le sont normalement tous les évêques. Il va y avoir des processions. Alors, on parlait de cette assemblée des cardinaux. Il y a quelques 200 cardinaux qui vont venir du monde entier dans les prochains jours et qui vont affluer vers le Vatican. Ils vont être accueillis par le doyen des cardinaux. Ils vont prendre la parole à de plus nombreuses reprises. Il va commencer à y avoir des conciliabules, des jeux d'alliance, chacun va dévoiler un petit peu son jeu. Le cercueil, pendant ce temps-là, continue d'être exposé, puis il va être fermé. Il va être fermé la veille de la messe de funérailles du pape, qui doit avoir lieu entre le 4e et le 6e jour après la mort. Alors en général, le corps du pape est inhumé dans ce qu'on appelle les grottes vaticanes, qui se situent sous la basilique Saint-Pierre de Rome. Et là encore, le pape François, de son vivant, a fait savoir qu'il souhaitait être inhumé dans un autre endroit, c'est la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, une basilique qui lui tenait vraiment à cœur, et donc il ne sera pas dans ses cryptes, dans ses sous-sols de la basilique Saint-Pierre. Et puis, il y aura donc cette messe de funérailles. Il y aura encore d'autres processions funéraires après même l'inhumation du pape. Et puis va venir le fameux conclave. Alors c'est vraiment c'est l'événement qu'on attend souvent, notamment chez les laïcs. La fumée blanche dont on parle souvent. Et la fameuse fumée blanche. Alors la date de ce conclave, la date exacte du début du conclave, elle doit être décidée par les cardinaux. Il se tient en général dans les 15 à 18 jours qui suivent le décès. Tous les cardinaux de moins de 80 ans peuvent participer au scrutin. Ils vont être réunis, comme on le voit souvent dans la chapelle Sixtine, avec cette ambiance très confinée, pétrie de mystère. Et puis avec, à l'issue, une fois que le pape sera élu, donc cette fameuse fumée blanche. Alors, il faut savoir que dès le début de ce conclave, il y a un certain nombre de noms, une liste assez réduite de noms qui tiendront la corde, puisqu'il y a, je vous le disais, beaucoup de conciliabules en amont. Et puis, il faut cette fameuse majorité des 2/3 pour que le futur pape soit élu. Alors, je me garderai bien de vous donner, il est un peu tôt d'ailleurs, les noms des éventuels successeurs du pape, mais voilà, pour faire simple, quels vont être les prochains jours, sachant qu'il y a un ensemble de liturgies de processions extrêmement complexes, mais également extrêmement étudiées d'un point de vue protocolaire. Oui, beaucoup de protocoles, beaucoup d'étapes donc à respecter avant de connaître donc le successeur de François. Merci beaucoup Baptiste pour cet éclairage toujours très utile. Nous attend également Gauthier, vous vouliez dire un mot? Juste un petit mot, parce que ce qui est très intéressant, c'est que vous montrez qu'il y a cet aspect certes mystérieux qui est propre au fond à une organisation religieuse, mais aussi le temporel et le séculier avec les conciliabules, avec, il faut bien le dire, quantité d'arrangements. La politique. La politique, bien sûr. Alors, pas là au mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on s'arrange, on voit comment on peut faire pour contrer tel ou tel candidat. Donc quelque chose de profondément, j'allais dire humain, mais pas forcément dans le meilleur Oui, puis sens comme dans du une terme. élection classique, avec des désistements aussi. Voilà. Puisque vous avez plusieurs tours. Absolument. Donc l'objectif est de réunir, vous l'avez dit, un consensus. Donc forcément, si on voit qu'il y a un candidat qui tient peut-être la tête en termes de nombre de votes au premier tour, voire au deuxième tour, mais qu'il ne fait pas consensus, et bien il arrive que ce candidat doive se désister au profit d'autres candidats qui peut-être étaient moins à la pointe du nombre de votes au premier tour, mais qui vont pouvoir bâtir une alliance plus solide, un consensus plus solide autour d'eux. Avec ces différents courants, les plus libéraux, plus conservateurs au sein même de l'Église catholique. Merci messieurs. Et le pape François s'est rendu à plusieurs reprises en Afrique et avait pris position sur plusieurs enjeux liés au continent. 2 ans après son élection, il se rend au Kenya, en Centrafrique et en Ouganda. Il œuvre aussi à la réconciliation interreligieuse au Caire lors d'un sommet international de la paix. Mais si François se veut pèlerin de la paix, ses politiques n'ont pas toutes été populaires en Afrique. Retour sur les liens entre François et le continent africain. France 24. Novembre 2015. 2 ans après son élection, le pape François Ier se rend pour la première fois en Afrique en tant que souverain de l'Église catholique. Direction le Kenya, la Centrafrique et l'Ouganda. Une visite de 6 jours attendue avec ferveur par 200 millions de catholiques africains. Surnommé le pape des pauvres, François rencontre les plus démunis dans les bidonvilles. Le chemin de Jésus a commencé dans les périphéries. Il va vers les pauvres et avec les pauvres, vers tous.
Autre cheval de bataille, la réconciliation interreligieuse. En 2017, il arrive au Caire pour un sommet international de la paix qui réunit chefs religieux musulmans et chrétiens. À l'ordre du jour, dénoncer les actes de violence commis au nom de la religion et renforcer les liens entre les deux croyances. Pour accompagner les jeunes, les aider sur le chemin de la maturité et leur apprendre à répondre à la logique incendiaire du mal en travaillant patiemment à la croissance du bien. Lors de son 40e voyage en 2023, François atterrit à Kinshasa, où il condamne le colonialisme économique sur l'ensemble du continent. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Si François se veut pèlerin de la paix, ses politiques n'ont pas toutes été populaires en Afrique. En 2013, le Saint-Père surprend la majorité des chrétiens catholiques en s'opposant à la stigmatisation des personnes homosexuelles. Si une personne est gaie et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger ? 10 ans plus tard, il passe à la vitesse supérieure en autorisant des bénédictions des couples homosexuels ainsi que des divorcés. Une approbation qui rencontre une forte résistance de la part du clergé africain qui estime que l'on cherche à imposer une vision occidentale. Emmanuel Macron a également rendu hommage au pape François décédé ce jour, un homme qui a toujours été aux côtés des plus vulnérables et des plus fragiles et adressé ses condoléances les plus sincères aux catholiques du monde entier. France 24. Christophe, car Emmanuel Macron, qui est en déplacement à Mayotte, réagit justement à la disparition du pape François. On l'écoute. Leur dire notre soutien, dire aussi la place toute particulière qui était la sienne dans notre cœur et à nos côtés. Il était avec nous en Corse il y a encore quelques semaines. Il avait été à nos côtés à Marseille il y a plusieurs mois et il a marqué durant son pontificat la France de plusieurs passages ainsi, avec cette carte sensible. Il a durant tout son pontificat été aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles, avec beaucoup d'humilité et un sens tout particulier dans ces temps de guerre et de brutalité, un sens tout particulier de l'autre, oui, et du plus fragile. Et en cela, il a été fidèle à une tradition qui lui était chère. J'aurais du mal ici à être beaucoup plus long et à revenir sur la totalité de son pontificat et de ce que de l'Argentine au Vatican, le pape François a porté. Mais ça a été la vocation d'un homme, d'un religieux, d'un évêque, puis d'un cardinal et d'un pape qui, tout au long de sa vie, s'est battu pour plus de justice. Tout au long de sa vie, s'est battu pour une certaine idée de l'humanité, c'est-à-dire une idée fraternelle. Et c'est celle dans laquelle, je crois, beaucoup se retrouvent. Je sais la douleur que beaucoup aujourd'hui ressentent. Je veux leur dire le soutien de la France, mon soutien personnel ainsi que celui de mon épouse. Nous pensons évidemment à la fois à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a laissé et à l'ensemble des catholiques. Merci beaucoup. Voilà donc pour cette réaction d'Emmanuel Macron à la disparition du pape François, le président français qui a donc salué l'héritage, le... Diplomatie à présent, l'ambassadeur de Madagascar en France, Olivier Hugues Rizarajansan, est décédé aujourd'hui selon l'annonce faite par la ministre malgache des Affaires étrangères, Rassa Tarafarvaftafk. Il était âgé de 79 ans. Avant sa nomination en tant qu'ambassadeur, il avait occupé plusieurs fonctions importantes au sein de l'administration malgache, conseiller permanent à la primature de 1987 à 1989, directeur général de l'industrie au ministère de l'Industrie et du Tourisme en 1990 à 1991, ministre de l'Eau et des Forêts en 1997 à 2002, directeur à la Banque centrale de 2012 à 2014, directeur de cabinet du président de la transition de 2011 à 2014. La grande famille de Viva adresse ses condoléances à la famille du disparu.
Dans les actualités également, les opérateurs économiques tentent aujourd'hui de transformer l'image de Tuliar sur le plan économique. Elle ne sera plus un cimetière de projets comme elle a longtemps été, selon Carso, le centre d'affaires de la région du Sud-Ouest. Un levier important de ce changement réside dans l'engagement des entrepreneurs locaux à s'impliquer dans le projet d'exploitation de sable minéralisé afin de redresser l'économie de la région. Judicaël Rangenerin. Tuliar, longtemps connu pour ses projets abandonnés ou inaboutis, attire aujourd'hui l'attention des autres régions. Les opérateurs économiques souhaitent donner un nouveau visage à la capitale de la Tsimondjefen. Depuis plusieurs années déjà, le Carso, en collaboration avec la Chambre de commerce, mobilise les jeunes pour se lancer dans l'entrepreneuriat et les résultats commencent à se faire sentir selon Priyan Rangenerin, le directeur exécutif de Carso. Selon les données de l'EDBM concernant la création d'emplois à Tuliar, le secteur des prestations de services arrive en tête avec 20%. Il est suivi par le tourisme 12%, le commerce 12%, les mines 11% et la transformation des produits issus de l'agriculture et de l'élevage 9%. À cela s'ajoutent des secteurs encore peu développés comme la pêche, les infrastructures et l'énergie. Le retour du projet d'extraction de sable minéralisé devrait ainsi insuffler une nouvelle dynamique aux différentes filières et chaînes de valeur locale, poursuit les explications. L'exploitation des sables minéralisés représente un développement inclusif et durable pour la Tsimondjefen. Les entrepreneurs se disent prêts à relever le défi, à construire ensemble un avenir prometteur pour Tuliar avec le soutien des structures régionales. Et dans le cadre du renforcement de la vision d'une police nationale de proximité, l'opération Bemid, menée par les forces de l'ordre, se poursuit pour instaurer une sécurité durable. Felan Rakutor Soul, Radramanazatouf. En complément des dispositifs et stratégies spécifiques déployés avant, pendant et après les fêtes de Pâques par la police nationale, l'opération Bemid se poursuit dans le but d'instaurer une sécurité durable. Une opération qui a mobilisé la police nationale, les chefs Fukutan, les comités de sécurité locaux, ainsi que les chefs districts pour patrouiller dans les zones sensibles couvertes par les 8 commissariats de la capitale sous la direction du commissaire central d'Antananarivo, le commissaire principal de police, Razafuntai Manchafluri. De nombreux résultats ont été enregistrés au cours du mois écoulé depuis le lancement de l'opération, selon les explications. La sensibilisation auprès des vendeurs de boissons alcoolisées se poursuit également. Il en est de même pour l'installation nécessaire de sanitaires dans les bars et karaokés de la zone afin d'éviter la pollution de la ville. La police nationale continue d'appeler à la coopération de tous pour le partage d'informations dans le but de prévenir les éventuels incidents. Et le week-end dernier, l'organisation Konamept, une société civile œuvrant dans le domaine de l'éducation, a mené une opération de reboisement. Cette initiative vise à encourager les élèves à s'engager dans la protection de l'environnement et pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable en lien avec l'écologie, selon la coordinatrice de l'organisation. Au total, 500 jeunes plants ont été mis en terre sur le site de Topaz, un centre d'accueil qui a accueilli cette activité de reboisement. Et côté sport, en ce début de semaine, place aux résultats des classements des groupes E, F, G et H dans le cadre du Viva Football, la compétition de foot dédiée à la catégorie des moins de 17 ans organisée par le groupe Viva. Dès demain mardi, les matchs de la 8e de finale vont démarrer et dans ce reportage, découvrons le programme complet de ces rencontres. Andara Zanarville. Commençons avec les résultats du groupe E pour cette 3e journée de compétition du Viva Football U17. En première place, AS Nouvel Espoir avec 7 points. À la 2e place, l'AS Jet Elite 7 points. À la 3e place, la Masia 3 points. Et en dernière position, Quintana Football Academy avec 0 points.
En groupe F, classement en première position, Tiakicha FC 7 points. À la deuxième place, Academy Buffalo Football 6 points. À la troisième place, Black Scorpion 2 points. Et à la quatrième place, Ajesaya 1 point. En groupe G, l'US Pro se trouve en première position avec 5 points, suivi de l'ISDA Avenir 5 points. À la troisième place, AS Everest 2 points. Et à la quatrième place, SC King Sport 2 points. En groupe H, Usage 7 points est en première position, suivi de Dignitas 7 points en deuxième position. En troisième position, AF Akamasu 3 points. En quatrième position, Ethos Football Club 0 points. Et voici le programme complet des huitièmes de finale prévus pour demain mardi. À 8h, EFMA contre LGAFC. À 9h, CFFA Anduran Foot contre Sinaya FC. À 10h, AS Nouvel Espoir contre Academy Buffalo. À 11h, US Pro contre Dignitas FC. À midi, JESM Nansan contre Niveau FC. À 13h, UEFA contre FC Fix. À 14h, Tiakich contre AS Jet Elite. À 15h, Usage contre ISDA Avenir. Tous les matchs des huitièmes finales se joueront sur le terrain du CFFA Yavlou. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la série Squid Game. Au revoir et bonne soirée sur Viva.